Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio, le face-à-face du mardi 31 janvier avec Violaine Descourrières pour son livre Le Management totalitaire aux éditions Albin Michel. Bonjour Violaine Descourrières. Bonjour. Alors Violaine Descourrières, un livre remarquable, un livre fort, parce qu'un livre qui décrit justement, en ce jour de grève pour les retraites, il décrit le monde du travail. Ce monde du travail, qu'est-ce qu'il est devenu? Et vous avez un vrai travail d'enquête. Vous voyez, on dit les journalistes travaillent pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de journalistes qui travaillent, qui font très bien leur boulot. Et je pensais au livre sur les EHPAD, je pense à ce livre sur le management totalitaire. Alors vous n'allez pas de main morte au départ, vous citez Hannah Arendt, vous dites mais évidemment ce n'est pas le Troisième Reich, mais quand même il y a des problèmes. Et alors vous avez interviewé énormément de PDG, vous avez interviewé des patrons, des directeurs de ressources humaines, vraiment beaucoup de monde, et vous constatez des choses très fortes. Et je voudrais d'abord que vous me disiez, ces patrons de grandes sociétés, comme Proglio, comme Lachman, ils donnent leur nom, enfin voilà, ils vous demandent pas de cacher leur nom, et puis beaucoup d'autres. Et vous disiez, avant qu'on prenne l'antenne, vous disiez, ils sont inquiets, ils sont furieux. De quoi ? Oui, alors c'est vraiment une des grandes découvertes de cette enquête, c'est que donc moi j'avais la question d'une dérive totalitaire en tête, et donc j'ai voulu poser la question à ces anciens PDG, et je pensais qu'ils allaient lever les yeux au ciel, et en fait j'ai été très marquée parce qu'ils ont souligné le mot. Alors je parle notamment dans cette enquête de 5 ans de mon entrevue avec Henri Proglio, ancien PDG de Veolia jusqu'en 2009, et puis de EDF. Alors lui, effectivement, le mot totalitaire, il a souligné, il est extrêmement inquiet, il a vu le basculement, les taux financiers se resserrer, et donc il me dit, c'est comme si je suis un coureur avec toujours la mesure de ma tension avec moi, et c'est la mesure de l'action en bourse. Et alors lui, il a eu cette phrase extrêmement forte qui m'a beaucoup interpellée. Il m'a dit, aujourd'hui, le monde de l'entreprise est aussi rigide que les castes indiennes. Tout en haut, il y a les financiers, ensuite il y a les industriels, et les derniers, les esclaves, les salariés. C'est lui qui vous a dit ça, exactement. C'est lui qui m'a dit ça, exactement. Et donc ce que j'ai compris, alors également avec Henri Lachman, ancien PDG de Schneider Electric, jusqu'en 2005, c'est qu'en fait ces capitaines d'industrie, ils aiment leurs équipes, ils aiment le travail, ils ont des compétences, et ils ont vu progressivement les financiers prendre le pouvoir dans les entreprises. Alors justement, vous dites ça, oui, financier, industriel, et puis esclave en bas. Mais alors justement, définissons un peu le mot totalitaire. Dans ce management totalitaire, ce ne sont pas les États totalitaires. Comment vous le définiriez? Comment ils vous l'ont défini? Et à l'issue de vos 5 ans d'enquête, c'est quoi ce management totalitaire? Il se caractérise par quoi? Alors d'abord, il faut que je revienne en fait à la genèse de cette enquête, il y a 5 ans. Donc moi, je n'étais pas encore journaliste. Je me suis reconvertie, j'étais salariée dans une agence de communication. D'accord. Et je faisais partie, ce que je dis dans l'introduction du livre, de cette génération de jeunes qui étaient dans des écoles du type de commerce. Et j'étais très fière dans cette agence de communication. On avait beaucoup d'événements. C'était vraiment l'entreprise avec de la moquette très épaisse par terre, plein de petits événements. Et en fait, quand j'ai eu mon premier enfant, à mon retour de congé maternité, je me suis fait virer. Dans une agence qui était officiellement féministe. Donc déjà, ça m'a un peu interpellée. Et viré pourquoi? Alors c'était en fait dans le cadre d'une réorganisation, puisque c'est souvent dans ce cas-là... C'est pas la société perdait de l'argent? Non, pas du tout. Il y a eu une fusion entre 2 agences. Et en fait, moi, j'ai été convoquée par le DRH, qui était un DRH de transition, donc qui était juste missionné pour cette période, et qui m'a en fait dit qu'il y avait des personnes qui trouvaient que je travaillais mal. Sauf que quand j'ai demandé le nom de ces personnes, c'était des personnes avec qui j'avais jamais travaillé. Et donc, il m'a sommé d'accepter une rupture conventionnelle sous peine d'être licenciée. Et moi, absolument furieuse, je suis venue le voir à la fin de l'entretien. Je lui ai dit, dites-moi la vérité. Dites-moi, est-ce que vraiment c'est parce que je travaille mal, parce que tout ce que vous avez dit, c'était faux? Et il m'a dit, j'ai besoin de pouvoir me regarder dans la glace. En fait, vous étiez juste sur la liste. D'accord. Donc, j'ai d'abord eu ça. Mais ensuite, ce qui a déclenché le livre, c'est quand j'ai un ami qui a fait un grave burn-out, et sa femme a appelé le manager qui le harcelait pour dire qu'il était en arrêt maladie. Et quand elle lui a posé la question de ce harcèlement, pourquoi, le manager a répondu, c'était le process. Et c'est cette phrase qui a déclenché le livre. Je me suis dit, si ce manager qui avait l'air sympathique en vient à oublier de penser par lui-même,
et qu'il délègue à l'organisation sa pensée, C'est ça le que là, totalitarisme pour il vous. y a une oui. question totalitaire, c'est-à-dire de ne plus penser par soi-même, de tout déléguer à l'entreprise. Et alors, est-ce que c'est tout délégué à l'entreprise ou au fond, ils intègrent ce que la Boétie appelait la servitude volontaire? C'est-à-dire, est-ce que quelque part, ce n'est pas ça? Et vous voyez, ça remonte à beaucoup plus loin que la notion de totalitarisme de Hannah Arendt. Est-ce que quelque part, et parce que vous le dites un peu dans votre livre, c'est un peu pas le non-dit, mais enfin qui sous-tend, c'est quelque part, est-ce qu'ils se fondent dans l'entreprise? Ils disent, cette entreprise, c'est formidable, c'est moi, l'entreprise, c'est moi, même si je suis salarié. Non, je pense que ça c'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, Ça, c'est fini, il y a ça. une prise de distance qui est faite. Mais Alors, c'est le cynisme, c'est quoi? alors en fait, il y a une forme de cynisme, c'est-à-dire toutes ces phrases de l'entreprise une jungle ou eh bien on peut pas être gentil en entreprise, c'est-à-dire comme si on était dans un système particulier qui fait que dans la société on dénonce toute forme de violence, même les plus infimes, mais dans l'entreprise toutes les violences sont permises au nom de l'idéologie, la performance, et que tout le monde eh bien a acquis ce principe. Donc il y a ça. Ensuite, il y a la question de la réputation. Moi, j'étais très marquée par un DRH que j'ai rencontré dans un espace de cowork à Paris et qui me racontait avoir souvent mis dehors des femmes à leur retour de congé maternité et avoir fait des choses pas très propres. Et je lui disais, mais pourquoi? Oui, il me l'a dit, mais il m'a dit, mais c'est comme ça le monde de l'entreprise. Il m'a dit surtout, moi, je fais des missions courtes, je fais le sale boulot, mais si c'est pas moi qui le fais, c'est un autre qui le fait. Et moi, si je le fais pas, je vais avoir une sale réputation dans le milieu. On me recommandera pas. Vous voyez? C'est ce que disaient certains bourreaux aux tortureurs. Exactement. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais oui. parce que tout le monde se connaît, parce que quand vous avez un entretien pour un nouveau CDD ou une nouvelle mission chez un autre employeur, il appelle votre employeur d'avant. Donc vous avez intérêt à vous faire bien voir. Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette culture, effectivement, de voilà, il faut faire le job, sinon je serai mal. On va continuer d'en parler, c'est passionnant, avec vous, Violaine Descourrières, et après cette petite pause. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Violaine Descourrières sur son livre Le management totalitaire, ce que vivent nos salariés. On attend vos témoignages. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons de parler à la Hannah Arendt du management, Violaine Descourrières, qui a écrit un livre vraiment remarquable que je vous recommande sur ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises. Et c'est quand même assez préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, je voudrais qu'on avance un peu, Violaine Descourrières. Vous dites, alors je vous cite, hein, ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'entreprise est devenue un produit financier, et rien d'autre, en tout cas d'abord un produit financier, avec une logique comptable, le profit, le retour sur investissement, et donc le harcèlement, on veut les meilleurs, on veut classer parmi les meilleurs, etc. Et vous dites qu'aujourd'hui, voilà, comme beaucoup d'entreprises sont financées par des fonds d'investissement, vous parlez de BlackRock notamment, enfin les trillionnaires hein, qu'on peut dire, et le marché, etc. Mais il y a quand même quelque chose de... Ces braves chefs d'entreprise, est-ce que ça n'a pas été toujours comme ça? Est-ce que toujours, l'entreprise, et puis c'est le profit, mais c'est normal. Et donc, et puis voilà, on peut être pour, on peut être contre, c'est un autre problème. Et là, ils dénoncent tous, oui, c'est pas possible, on est à la financiarisation, et qu'il y a que ça qui compte. Est-ce que vraiment quelque chose a changé, ou en fait, c'est un nouveau vocabulaire pour de vieilles pratiques? Non, je pense qu'en fait, réellement, en 30 ans, l'étau financier s'est réellement resserré. Alors comment? Et alors surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est la typologie des actionnaires. Alors avant, évidemment, il y avait des dérives. On ne peut pas dire que tout était parfait, mais vous aviez des chefs d'entreprise qui étaient actionnaires des uns des autres. Des entreprises, voilà, qui étaient dans les conseils d'administration. Donc certes, il y avait un entre-soi, mais ceux qui étaient dans les conseils d'administration et les actionnaires, ils savaient ce que c'était que l'entreprise. Donc ils connaissaient la réalité. Voilà. Aujourd'hui, il la pratiquait. Et c'est ça, en fait, qui a changé. C'est ce profil des actionnaires. Et vous avez des fonds d'investissement aujourd'hui. Alors, je cite aussi Henri Lachmann, l'ancien PDG de Schneider Electric, jusqu'en 2005, qui a cette phrase qui m'a aussi interpellée. Il me disait, les actionnaires d'aujourd'hui sont des terroristes. Ce sont des spéculateurs. Ils se fichent de l'entreprise dans laquelle ils investissent. Donc, cette phrase, je la trouve très intéressante pour raconter ce basculement. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, les actionnaires, vous en avez beaucoup, que ce soit une entreprise de l'industrie ou des télécoms, c'est pareil. Ce qu'ils veulent, juste, c'est la même chose, c'est le rendement.
Très rendement, oui. On se fiche de savoir de quoi ils parlent, sur quoi ils travaillent, le sujet, etc. La hausse des matières premières, l'inflation, les difficultés de recrutement, ce n'est pas leur sujet. Donc ils sont complètement déconnectés du réel. Combien le retour sur investissement? Exactement, avec ça. des pourcentages. Ouais. Et parce que oui, effectivement, les fonds de pension, voilà, on se dit. Et est-ce que ça, c'est devenu, parce que ce que vous avez l'air de dire, enfin, vous l'écrivez, c'est la tyrannie du court terme. C'est ça aussi. Il faut produire des profits rapides. Exactement. À partir du moment où tout en haut il y a cette tyrannie du court terme, ça se traduit chez les DRH, où j'en ai interviewé beaucoup, par une vision brouillée, complètement brouillée, c'est-à-dire une vision trimestrielle. Vous savez, vous pouvez embaucher pour le trimestre. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous allez recruter en CDI des salariés, puisqu'on est en France, on recrute en CDI, on essaye en tout cas, eh bien vous allez rompre des périodes d'essai de salariés, officiellement parce que on recrute en CDI, mais on leur dira la période d'essai. Elle est terminée parce qu'en fait, à la fin du trimestre, vous avez à nouveau une autre vision. Vous voyez, c'est ce changement qui est devenu absolument permanent, c'est ce management par l'instabilité qui fait que en France, alors qu'on a un droit du travail très cadré, eh bien, on est sur un mode de management anglo-saxon avec finalement des missions courtes. Vous voulez dire, parce je crois qu'on a le droit, enfin, vous me corrigez si je me trompe, on a le droit à 2 périodes d'essai en général, non? C'est ça? Alors vous avez une période d'essai qui peut être renouvelée. Qui peut être renouvelée, c'est ça. Et est-ce que ce côté est très pratiqué, en fait, pas seulement parce que on change tous les 3 mois de stratégie, mais parce que, on se dit, allez, on va continuer à avoir des périodes d'essai. C'est peut-être plus rentable. Oui, alors il y a ça aussi. Alors ça, c'est chez les salariés, mais je n'ai pas eu la preuve absolue comme d'autres preuves que j'ai dans mon livre. Mais j'ai effectivement des salariés qui me racontent avoir été 5 ou 6 embauchés en même temps. Et en fait, sur les 5 ou 6, 3 dont la période d'essai a été rompue, 3 ou 4. Ah oui, carrément. Une forme de sélection par la période d'essai. Ouais, c'est ça. Et alors, justement, parlons de ce court terme. Alors, oui, vous parlez de quelque chose, le harcèlement. Comment ça se traduit? Alors, justement, dans cette perspective de, attention, rentable absolu, très bien, mais très vite surtout, parce qu'une entreprise doit être rentable, si elle ne l'est pas, elle ferme. Ça, c'est légitime. Mais en revanche, vous dites, mais on arrive à des harcèlements assez terrifiants. Vous avez parlé de cette personne qui a eu un burn-out, etc. Mais ça se traduit comment, ce harcèlement? Comment on le vit? Surtout, comment on l'applique? Oui, en fait, je pense que c'est le phénomène de l'employeur psychologue, du manager psychologue. C'est ça le harcèlement. C'est-à-dire que on est arrivé à un point où les compétences ne suffisent plus. Où pour être vraiment performant, il faut avoir un comportement performant. Et donc dans mon livre, dans cette enquête de 5 ans, je raconte en fait toutes ces études un peu fumeuses, il faut le dire, dans le Massachusetts aux États-Unis, à l'université de Harvard. Vous avez des chercheurs qui sont repris par des cabinets de conseil très très professionnels et qui vous expliquent que un salarié heureux est un salarié plus performant. Donc, par exemple, Tal Ben-Shahar, un chercheur aux États-Unis, a publié un ouvrage qui s'appelle L'apprentissage du bonheur. Et donc, il explique cette performance par le bonheur. Bon, c'est la palissade. Un salarié heureux sera un salarié qui sera plus performant. Oui, mais donc vous vous retrouvez en fait avec tout un ensemble de critères dont votre salarié, il doit sourire, il doit être heureux, il doit être enthousiaste, il doit travailler comme un fou, mais il doit avoir les valeurs de l'entreprise. Et surtout, dans ces entretiens annuels, les salariés sont de plus en plus notés sur leur investissement, leur engagement, autant de choses qui sont très subjectives et donc qui sont faciles pour déstabiliser un collaborateur dont on voudrait qu'il parte, on voudrait qu'il accepte une rupture conventionnelle. On va lui dire, tu n'es pas assez engagé, tu n'es pas assez investi, depuis quelque temps tu n'es pas assez motivé. On te trouve le matin, tu souris pas, t'as pas l'air heureux de venir travailler et donc en fait on pense que tu n'es pas bien ici. Peut-être tu pourrais accepter cette rupture conventionnelle. En fait, même accepte-la, sinon tu serais sûrement licencié. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais. Et ça, c'est une forme de harcèlement. C'est une forme de harcèlement. Alors après, il y a aussi, ce que j'ai observé dans cette enquête de 5 ans, c'est tout un système qui fait que les gens
sur le moment, ne se rendent pas compte de la violence qui leur est faite. Alors, par exemple, j'ai parlé avec une salariée qui, au début, je lui posais cette question parce qu'elle avait été mise dehors un petit peu rapidement de son entreprise, une société très design d'ameublement. Et puis, je lui dis, mais est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé? Et elle me dit, voilà, un jour, j'ai été convoquée au parking de mon entreprise. Je lui dis, mais il n'y avait pas de salle de réunion? Si, elles étaient vides, mais ma manager m'a dit que c'était mieux en bas, au sous-sol. Je me suis retrouvée sur un tabouret cassé, et mes 2 managers étaient sur une chaise, je me suis fait recadrer, on m'a dit que j'avais un comportement odieux, et que il fallait absolument que je me reprenne, et donc toute une analyse psychologique a été faite de mon profil, et je suis remontée sidérée dans mon open space. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte? Elle me dit, mais en fait, c'était peut-être un peu violent. Ah oui, d'accord. Oui, elles ont intégré cette violence. C'est un monde à part dans lequel toutes les violences sont vues comme banales. Je vous dis, il faut relire La Boétie aussi, avec le livre de Violaine Descourrières, le traité de la servitude volontaire. Il décrit ça il y a 600 ans, vous voyez. Les choses sont là, mais c'est plus l'entreprise. On va continuer avec Violaine Descourrières. Oui, et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Violaine Descourrières sur son livre Le Management totalitaire aux éditions Albin Michel. À tout de suite sur Sud Radio. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons à parler de ce management totalitaire avec Violaine Descourrières. Son livre vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et c'est un livre qui décrit, c'est un état des lieux qui est effectivement très fort, très fort. Et puis vous allez jusqu'à dire, d'ailleurs c'est intéressant, vous constatez, il y a en fait, alors, c'est vrai que ça, vous allez choquer. Pourquoi? Parce que vous dites État totalitaire. Quand on dit État totalitaire, on pense à Corée du Nord et compagnie. Bon, c'est pas la Corée du Nord et c'est pas d'ailleurs ce que vous dites, mais quand même, il y a des choses assez étonnantes. Alors on va vous dire, on parle, vous savez, de la Chine et de son crédit social, les bons points, les mauvais points. Eh ben, ça existe dans l'entreprise. D'après ce que vous dites dans votre livre. C'est ce que je raconte dans mon livre. Ce sont toutes ces méthodes anglo-saxonnes qui sont dans les entreprises du CAC 40. Exactement, c'est un peu comme ce que vous disiez, les notes sociales. Les salariés sont classés en 3 catégories, c'est quand même pas beaucoup. Donc les hauts potentiels, les médians et les faibles contributeurs. Alors surtout les hauts potentiels, les médians et les faibles contributeurs. Exactement. Et donc cette méthode de tri qui s'appelle ranking, elle a été utilisée la première fois chez Microsoft dans les années 2000. Et donc pour comprendre le phénomène, c'est que chez Microsoft, sur une équipe, vous aviez pour 10 personnes 7 faibles contributeurs, sur 10. 2 hauts potentiels et 1 médian. Ça vous donne une idée, en fait, de l'objectif de ce classement. Et donc, dans cette enquête de 5 ans, j'ai vu que cette pratique, elle était dans quasiment toutes les entreprises du CAC 40. Et il y a un autre phénomène, c'est que dans certaines entreprises, vous avez des quotas de faibles contributeurs. Et les faibles contributeurs, ils sont ensuite menés vers la sortie. Alors, pourquoi des quotas ? Il pourrait dire, on ne va pas prendre des faibles contributeurs, on va prendre que des hauts potentiels ou des médians. Eh bien, mais c'est parce que ce sont dans des entreprises qui veulent se séparer de façon régulière de leurs salariés pour adapter la masse salariale au chiffre d'affaires. Donc, chez Sanofi, par exemple, jusqu'en 2017, il y avait encore cette pratique. Or, la Cour de cassation, en 2013, a interdit la pratique de quotas. Et vous avez, chez les syndicats, la CFDT, ils m'ont bien précisé qu'il y avait encore des entreprises qui utilisaient cette méthode-là. Alors, il y a d'autres entreprises qui font les choses de façon un petit peu plus, plus douce, plus soft. Plus douce. Par exemple, Danone, ils vont mettre en place un pourcentage de haut potentiel, de médian et de faibles contributeurs. Donc, vous ne faites pas vraiment en réalité ce qu'il y a dans votre équipe, vous faites selon le pourcentage. Donc vous allez vous retrouver avec des gens qui travaillent bien, qui ont des compétences et qui sont mis dans ces quotas de losers entre guillemets et qui sont ensuite menés vers la sortie. Et qui ne le savent pas eux-mêmes, bien sûr. Qui ne le savent pas, surtout en fait ils vont avoir tout le poids, la culpabilité sur leurs épaules, alors qu'en fait ils sont l'objet d'une logique comptable. Je comprends. Et ça, oui, je voulais dire, c'est un classement qui n'est pas évidemment codifié, qui n'est pas écrit, qui n'est pas formulé, mais qui est là, qui existe dans le rapport. Et les managers pensent qu'ils sont, en fait, que
ils sont tout seuls à qui on demande ce genre de pratique, ou ils ne réalisent pas en fait qu'on est sur un phénomène global. Hein. Les syndicats, par contre, évidemment, le savent. Et des DRH s'inquiètent de cette dérive. J'en ai rencontré une, notamment, qui a dû refuser la pratique par quota dans son entreprise avec beaucoup de courage. Et elle n'a pas été virée? Non, parce qu'elle était implantée depuis longtemps, d'où le management par la stabilité. Quand c'est le cas, c'est positif. Donc il y a quand même des managements par la stabilité. Exactement. Ils existent, ouais. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Mais pour revenir à ça quand même, est-ce que vous n'allez pas loin? Je reviens à ce mot totalitaire, Violaine Descourrières. Est-ce qu'au fond, les personnes que vous avez eues, et encore une fois, vous avez fait vraiment une excellente enquête et vous avez interrogé beaucoup de monde à tous les niveaux, est-ce qu'au fond, alors on va parler un peu de l'actualité, est-ce que la crise Covid, est-ce que, enfin la guerre en Ukraine, disons ce qui se passe aujourd'hui, on parle des retraites, de l'âge, on parle de la pénibilité, etc., etc. Est-ce que l'actualité, si vous voulez, le fait qu'il y ait eu le confinement en 2020, etc., a joué sur le management, même si c'est marginal ou pas du tout? Ou ça a simplement accentué les tendances que vous aviez déjà vues? Alors, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Le véritable changement, c'est chez les salariés, c'est-à-dire ceux qui ont été en confinement et qui ont réalisé qu'ils avaient leur famille, qu'ils avaient leur espace de vie et que toute leur vie n'était pas à leur entreprise. Je pense qu'il y a eu cette prise de distance-là, ce qui fait que les chiffres montrent que vous avez aujourd'hui 87% des cadres qui veulent se reconvertir. Le chiffre est absolument massif. Et c'est un chiffre fiable? Oui, c'est complètement. Énorme, 87% des cadres. Oui. Ouais. Qui veulent se reconvertir dans quoi? Enfin, qui ont l'idée de se reconvertir. Alors, vous voyez, de quitter l'entreprise. Oui, de quitter l'entreprise. Donc, vous avez sur ce chiffre très impressionnant une grande partie qui ne vont pas le faire, mais qui ont l'idée de le faire. D'accord. Ça montre la perte de sens en entreprise. Donc, ce que je dis dans cette enquête de 5 ans aussi, c'est que cette perte de sens, elle vient du management par l'instabilité. Entre 1985 et 2017, le nombre de fusions et acquisitions ont été multiplié par 18. C'est absolument énorme. Vous le dites, effectivement. Entre 85 et 2017. Exactement. 18 fois, enfin 18 de fusion-acquisition. Ouais. 18 fois. Énorme. Or, selon la direction de l'animation, de la statistique et la recherche d'ARES, en 2021, les salariés qui éprouvent une perte de sens dans leur métier sont ceux qui ont subi au moins un changement ces 12 derniers mois. Donc un logiciel qui arrive et qui vient prendre une partie de votre travail, une fusion-acquisition, une réorganisation. Donc il y a une perte de sens qui joue et qui s'ajoute au reste, si vous voulez. Oui, donc je pense qu'en fait, du côté du salarié, il y a une évolution. Par contre, au niveau des pratiques managériales, au contraire, en fait, l'entreprise prend toujours plus de place. Elle veut tout régir dans la vie du salarié. Donc c'est ce que je raconte. Je parle même d'entreprises au CAC 40 qui font appel à des jeunes pousses de gestion du sommeil. C'est-à-dire, eh bien, vous avez des salariés qui vont remplir un questionnaire sur l'application. Ils vont dire s'ils ronflent la nuit, s'ils font de l'apnée du sommeil, et tous ces chiffres arrivent non pas chez la médecine du travail, mais chez le DRH. Ah oui, intéressant. DRH comme substitut de tout, quoi. Médecine du travail, mutuelle, etc. Et vous avez la même chose où vous avez des applications de bien-être où vous vous faites part de votre état de santé psychique. Tous ces critères arrivent sur des chiffres qui sont chez les DRH. Et c'est la même chose aussi sur les applications de sport. Or, bien tout ça, ça corrobore toutes ces études à Harvard qui vous dire qu'un salarié qui est sportif est plus performant, un salarié qui est heureux l'est plus aussi. Et l'entreprise fait sa communication pour dire qu'elle s'occupe du bien-être de ses salariés. C'est très... Et en fait, alors, mais attendez, on va vers une espèce de gestion, je n'aurais pas dit de contrôle général de la vie, de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que j'en viens justement à votre question, mais est-ce que c'est pas extrême la dimension totalitaire? Non, c'est dans le sens de totalisant. Vous avez une entreprise qui régit tout de votre vie tellement que vous n'avez plus d'espace de vie personnelle. Si vous utilisez le développement personnel, vous faites du sport, vous avez un bon sommeil et vous incarnez les valeurs de votre entreprise, vous devenez un ambassadeur et vous devez, l'entreprise Engie par exemple dit à ses salariés de parler en bien d'Engie dans les dîners entre amis et dit à ses salariés qui sont les ambassadeurs d'Engie. L'entreprise va tellement loin
qu'elle devient totalisante dans le sens de totalitaire. Est-ce que ça va jusqu'à la vie privée? Est-ce que vous êtes marié, pas marié? Bien, est-ce qu'on se renseigne aussi là-dessus, sur la vie privée? Oui, alors ça c'est un petit peu plus informel, ce que je dis dans un des chapitres intitulé l'employeur psychologue, ce sont tous ces managers, vous avez quelques fichiers, alors bon, ça a été un peu médiatisé, notamment à la SNCF ou chez Vinci Autoroute, c'est des affaires connues, de fichiers où vous avez des managers qui vont pu écrire des choses subjectives sur les gens, mais en fait c'est toute cette dérive qui fait que le salarié n'est plus seulement noté sur ses compétences. À l'ère de l'intelligence artificielle, certaines compétences sont devenues obsolètes, donc il est noté sur son comportement, sur son mode de vie qui doit être performant. Et là, quand vous enjoignez un salarié à être un athlète, ou même vous avez des séminaires où, donc je raconte dans mon livre, le salarié est enjoint à être comme Gandhi, Martin Luther King, à être un héros, un athlète, mais les héros meurent en martyrs et les athlètes terminent leur carrière à 40 ans. Donc en fait, on voit qu'en fait on est vraiment à l'ère du salarié de court terme. Alors écoutez, salarié de court terme, alors je ne sais pas si nos auditeurs se sentent Gandhi ou martyrs, je ne crois pas, mais en tout cas, on va avoir les auditeurs de Sud Radio maintenant. Oui, ça réagit beaucoup et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, on attend vos réactions. Et on accueille tout de suite Daniel de Castelnaudary. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour André et bonjour aussi à votre invité. Bonjour Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, André. Voilà, alors moi, tout ce que vous dites là, beaucoup de choses dont vous parlez, madame, je l'ai vécu, et notamment, dernièrement, on m'avait fait miroiter un poste de directeur de site. C'était une boîte de 30 personnes. Oui. Et ensuite, 2 mois après, on m'a dit non, vous êtes trop gentil, il nous faut quelqu'un de dur. Cette personne est arrivée, la personne dure, et j'ai fait un burn-out et je suis parti. Ouais. Mais voilà, ma question aujourd'hui, alors après oui, je voulais juste faire un petit aparté aussi par rapport à la loi sur la retraite. On nous dit qu'on vit plus longtemps, mais on vit un stress. Le boulot est devenu anxiogène. Et je peux vous dire que là, j'ai 57 ans. À 57 ans, je suis dans un état de stress, mais permanent. Pour ça, c'était encore un autre... voilà. Non, mais c'est un vrai problème. Donc, on vit plus longtemps, mais peut-être dans un stress peut-être différent, oui. Oui, Daniel, oui, votre question. Alors, ma question, je vais vite faire la question. Ce que j'ai remarqué également, c'est qu'on a les résultats de l'éducation enfant-roi, vous savez, les restes des 68 heures, selon moi. Je voudrais savoir si dans votre livre vous en parlez, parce que ces gens-là qui ont été éduqués avec tout pour ma tronche, tout pour moi, je veux tout de suite et maintenant, quand j'en ai vu qu'ils se sont retrouvés managers, ils sont, mais vraiment, ce sont des petits dictateurs, vous avez raison de le dire. Dès que ces gens-là qui veulent tout, ils se servent de vous comme un tremplin et ils vous pressent. Et après, quand ils voient que vous êtes usé, mais ils n'hésitent pas à vous jeter et à vous faire croire que vous avez mal bossé, que vous êtes incompétent. Voilà, je voulais savoir si vous parlez de ça dans votre livre. Oui, Violaine Descourrières, est-ce que l'esprit 68ard, disons de la génération des boomers, est-ce que ça a joué ou vous avez eu des exemples? Alors, moi, j'ai surtout interrogé des personnes qui étaient, je pense, après cette génération-là. Donc, je ne peux pas parler exactement de cet esprit. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose de ça lié à la valeur travail de façon générale, dans le sens où, eh bien, on voit ce capitalisme individualiste anglo-saxon, s'il a pris le dessus sur le capitalisme social. Pourquoi la France n'a pas pris cette direction qu'on voit en Allemagne, d'un capitalisme rénant social de long terme? Je pense que c'est parce que ça séduisait cette vision anglo-saxonne, individualiste. Oui, beaucoup de gens d'interdire tout de suite. Exactement. Et c'est dans les années 60 que se sont implantés ces premiers cabinets, McKinsey, Bain et compagnie, anglo-saxons, qui ont diffusé cette culture individualiste. Donc je pense que le terreau était là. D'accord. Lucien? Oui, on va tourner une rapide page de pub et on accueillera Jean de Paris. À tout de suite. En fait, je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, vous avez la parole au 0826 300 300 et on a le plaisir d'accueillir Jean de Paris. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Bonjour Jean. On vous écoute Jean. Oui, moi je voulais juste témoigner, je suis consultant, j'ai 62 ans, je suis consultant en ressources humaines et chercheur en psychogénétique.
Oui. J'ai utilisé par le passé un questionnaire qui avait l'originalité d'évaluer la valeur marchande de nos défauts. Oui. Et cet outil ne donnait pas, pour le profil d'une personne, son trait le plus caractéristique, mais le trait qui le distinguait le plus des autres. D'accord. Et sur le principe des écarts types. Mhm. Et on avait évalué avec cet outil la personnalité des DRH. Oui. Et c'était déjà dans les années 90. D'accord. Et le trait majeur des DRH, c'était la dureté de cœur. Ah oui. Vous avez constaté ça chez la plupart. Hein, ouais. Intéressant. Exactement. Ouais. Car, comme le dit très bien Violaine, pour qu'un DRH puisse survivre comme DRH, il faut qu'il ait une dureté de cœur. Mhm. Sinon, il fait un burn-out ou alors il change de métier parce qu'il ne supporte plus d'être un coupeur de tête. Mais oui, c'est ça. Et de dire aux gens, maintenant, je suis venu te dire que tu t'en vas, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Oui, mais... Et on avait trouvé avec cet outil, Oui. notamment dans un groupe hôtelier, le salaire annuel des directeurs d'hôtel Oui. à 1 000 € près. Ah bon, je veux dire, en Selon faisant... leur personnalité, on pouvait indiquer leur salaire annuel à 1 000 € près. Ah oui, carrément. En faisant leurs caractéristiques, vous dites celui-là, il vaut tant, quoi. C'est ça. Voilà, exactement. Bah écoutez, c'est très intéressant, mais en tout cas, avoir fait de l'entreprise et la psychogénétique, c'est vrai que ça aide. Merci Jean, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup Jean, et on continue notre tournée des auditeurs avec Philippe de Cherbourg. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Oui, bonjour André, bonjour Violaine. Moi, je vais vous expliquer un petit peu que j'étais une victime collatérale, en fin de compte. Ma femme avait une activité dans un grand groupe qui commence par O et Orange. Hein, voilà. Ouais. Et je vais vous expliquer auparavant quand même son parcours, brièvement. Elle est partie aux États-Unis en plein boom on va dire, de l'informatique et autres. Et tout se passait bien. Elle a eu l'occasion de travailler à l'américaine, avec un management à l'américaine que vous connaissez peut-être aussi, qui peut être, c'est vrai, certes, on va dire expéditif ou violent, mais qui a le mérite de reconnaître vraiment la valeur des individus, des collaborateurs, comme on dit. Bon, voilà. Elle a passé 10 ans, après elle est revenue dans ce groupe, parce que ça s'appelait à l'époque France Télécom, hein, et maintenant Orange. Mais c'était catastrophique, quoi. Moi, victime collatérale, je vous explique, chaque soir quand elle rentrait, elle ne comprenait pas, en fin de compte, avec sa hiérarchie proche, les explications, et en fin d'année, l'entretien annuel, ça va parler à beaucoup de salariés, où là, vous aviez, en fin de compte, une explication les yeux dans les yeux, et souvent, on va dire, un déficit de valeur par rapport au travail réellement fait effectué. Et ça, c'est un gros problème. Alors, je vous parle aussi de l'organisation des sociétés, notamment françaises, qui est un gros problème. Quand vous avez connu un management américain ou à l'américaine, vous avez beaucoup de mal à revenir sur un management type français. Oui. C'est-à-dire silo, d'accord, ou pyramidal. Alors là, il y a un gros problème. Alors, chez Orange, il serait intéressant d'ailleurs de regarder ce qui se passe du côté de M. Lombard et Vénès. Oui, on ne va pas rentrer dans le détail d'Orange, c'est une autre émission. Non, mais vous dites simplement, je voudrais quand même résumer, Jean, vous dites que le problème, il n'y a pas que l'accusé, parce que ce que fait Violaine, c'est management anglo-saxon, c'est pas bien, management en française, c'est pas mieux, parce qu'ils ont pris peut-être les tares ou les défauts du management anglo-saxon. C'est un vrai sujet, hein, ça, Oui. Violaine. Alors, ce que je veux Parce juste qu'il y a des choses peut-être intéressantes à prendre dans le management bien anglo-saxon. sûr, mais c'est qu'en fait dans le management, c'est ce que je dis dans ce livre, c'est que le problème c'est le pire des deux, c'est-à-dire le pire du management français, qui est un management justement qui exige une loyauté totale de la part du salarié, et le management anglo-saxon qui est justement dans cette tyrannie du court terme, et donc ce management par l'instabilité. C'est les deux couplets qui font qu'on se retrouve avec un tel malaise, surtout en France. Ils ont pris les défauts des deux. Le pire quoi, des en deux. fait. Ouais. Lucien. Oui, et on accueille maintenant Guillaume de Blois. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Guillaume.
Oui, bonjour, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité. Bonjour. Madame a parlé d'une entreprise qui est de plus en plus invasive dans la vie privée des gens. Je souhaitais quand même rappeler que Henry Ford avait déjà commencé. Il y a maintenant plus d'un siècle, puisqu'il demandait à ses salariés donc de la sobriété, pas d'alcool, d'avoir une vie de famille stable, de faire des économies, etc. Donc il était déjà très intrusif à ce niveau-là. Donc ce n'est pas une nouveauté. Malheureusement, c'est une évolution. Et de plus que le management s'appuie maintenant sur de plus en plus des logiciels. Dans le tertiaire, c'est-à-dire du software qui décompte vos performances entre guillemets. Et puis là ça devient de plus en plus intrusif dans le domaine ça Violaine Descourrières l'a dit, oui absolument. Voilà, tout à fait. Et puis du point de vue du management tout court, ça c'était apparu il y a à peu près une quinzaine d'années. Des points annuels maintenant qui peuvent être beaucoup plus rapprochés maintenant, des points trimestriels voire même mensuels, pour voir pour discuter donc des performances entre guillemets. Et puis ce qui m'avait surpris à l'époque, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années, c'était qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui va pas selon toi, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, etc. Je comprends. Guillaume voudrait réagir là-dessus. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors j'en parle un peu dans mon livre. C'est des formes d'auto-évaluation qui sont demandées aux salariés. Alors même parfois, j'ai entendu des salariés tous les vendredis qui devaient envoyer un tableau avec leurs réussites, mais aussi leurs échecs, leurs difficultés. Les salariés eux-mêmes doivent envoyer un tableau. Exactement, sauf qu'ils savent très bien qu'en cas d'éviction ou lorsqu'ils sont un peu sur la sellette, eh bien c'est tout ce qu'ils ont eux-mêmes écrit qui servira à leur licenciement. Mais attendez, il y a quelque chose. Je reviens à la servitude volontaire, moi qui mente. Ça veut dire que le salarié, est-ce qu'il peut, si par exemple un salarié de l'entreprise dit, écoutez, moi, jugez-moi si vous voulez, moi je ne vois pas pourquoi je ferai une évaluation, moi, de mes capacités, c'est à vous de dire, moi, je travaille du mieux que je peux, et ce n'est pas à moi de faire cette évaluation. Est-ce qu'il peut la refuser, ou alors il risque... il risque d'être évincé si tout le monde l'accepte. Alors ça, c'est surtout dans les PME, dans les jeunes pousses où vous avez... une présence syndicale très faible. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc ça se fait très de façon informelle. Tous les vendredis, tout le monde envoie un mail avec ses réussites et ses échecs et ses difficultés. Donc effectivement, les auto-évaluations, c'est un vrai phénomène. Oui, c'est intéressant. Et on en discute après avec le DRH ou enfin l'un des cadres. Non, mais au moment où vous êtes convoqué pour une rupture conventionnelle ou un licenciement, la première question posée, c'est et toi, comment tu te sens ? C'est quoi tes difficultés ? Alors moi je voudrais peut-être, je veux dire Violaine, on a encore beaucoup d'auditeurs et on s'excuse à chaque fois, on aimerait avoir plus de temps vraiment pour vous donner la parole et vous le savez que c'est très important pour moi, pour nous ici, mais au fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ? Je veux dire, on arrive en fin d'émission, mais s'il y a des choses à changer, il y a toujours des choses à changer, mais que vous, au bout de 5 ans d'enquête, comme vous le répétez, qu'est-ce qui serait le plus urgent à changer? Oui, alors en fait, il y a plusieurs étapes. D'abord, au niveau des PDG. Donc Jean-Dominique Sénard, PDG de Renault, lui disait, il y a un vrai phénomène. Il faut que les PDG français et allemands se réunissent pour définir les valeurs du capitalisme social. Ensuite, au niveau des DRH, ce qu'il faut, c'est avoir des DRH qui sont au même niveau que les financiers. Donc le DAF, le directeur financier, c'est-à-dire qu'il soit prise de décision, qu'il ne soit pas un exécutant. Un DRH exécutant, c'est un DRH qui va évincer les gens sur la demande de la direction financière. Le DRH doit avoir autant d'importance que celui qui est dirigeant financier. Oui. Ça, c'est au niveau des DRH. Autant d'importance. Autant d'importance parce que lui, il va parler des ressources humaines sur le long terme et il va faire front. Il va stopper les demandes d'éviction. Ça, c'est au niveau des DRH. Au niveau des managers,
pense qu'il ne faut plus indexer la performance des managers sur la performance de leur équipe, parce que c'est ce qui facilite les harcèlements. D'accord. Et enfin, au niveau des salariés, eh bien, c'est la question d'instaurer le plus possible un management par la stabilité, c'est-à-dire des CDI, et donc le fameux apprentissage qui était plébiscité par Henri Lachmann, justement l'ancien PDG de Schneider Electric, et qui est l'apprentissage. Vecteur de stabilité. Eh bien, j'ai un message envoyé à Emmanuel Macron. Il faut tout de suite prendre Violaine Descourières comme ministre du Travail et au moins conseillère spéciale du ministère du Travail. Peut-être que des choses vont changer, en mieux. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés avec Violaine Descourières pour son livre Le Management Totalitaire aux éditions Albin Michel. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.